Très bien, bonjour. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être venus pour cette deuxième journée sur la ville du futur. Nous devons d'ailleurs, je pense, beaucoup à Philippe Sansonetti d'avoir organisé ce programme, et il sera le premier intervenant de ce matin. Donc, Philippe Sansonetti est professeur titulaire de la chaire microbiologie au Collège de France. Je connais bien pour avoir partagé avec lui les bancs de l'Institut Pasteur, où il a officié pour l'essentiel de sa carrière, et donc un microbiologiste internationalement reconnu. Il a accepté de prendre la parole aujourd'hui pour nous parler de l'évolution des écosystèmes microbiens urbains sous la pression du dérèglement climatique et de l'Anthropocène. Philippe. Merci Arnaud. Bonjour. Vous remarquerez sur la date que je suis encore dans le futur, ou déjà dans le futur. Je corrigerai ultérieurement pour ne pas tomber loin. Donc, merci beaucoup Arnaud. Bienvenue à cette deuxième journée de notre colloque sur la ville du futur. On a eu beaucoup hier passionnants. Aujourd'hui, on va être un peu plus peut-être dans des choses plus proches d'un certain nombre de réalités, en particulier les éléments sur la microbiologie, la pollution, des choses qui vont s'intercaler finalement ou s'articuler très très bien avec un certain nombre de questions qui ont été posées hier. Donc, oui, mon titre est tel que vous le voyez ici, parce que au fond, c'était pas facile de générer quelque chose sur, disons, la microbiologie, les microbes sous la pression des changements climatiques dans un environnement urbain. Ça commençait à faire beaucoup de paramètres à gérer. Et au fond, quand on regarde la littérature actuelle, on sent bien que les choses ne sont pas encore tout à fait prêtes et matures pour fournir des cadres de réflexion et des cadres qui permettraient d'engager un certain nombre de travaux, d'autant qu'on parle là sur le long terme. Si on veut regarder l'évolution de l'écosystème microbien, il faut bien sûr, même quelle que soit la brutalité des changements climatiques tels qu'ils s'expriment à l'heure actuelle, on sent bien que ces choses vont prendre du temps. Donc il y a toute une science qu'il va falloir générer, qui est en train de se mettre en place sur le monde microbien sous le stress du changement climatique, que ce soit d'ailleurs globalement ou à l'échelle urbaine. Probablement dans quelques années, je pourrai mettre à jour la date de ma conférence et on pourra en reparler. Mais au fond, quand j'ai commencé à réfléchir pour cette conférence, je me suis dit, j'ai failli l'appeler le monde du silence. Mais après 3 ans après 3 ans de Covid, ça aurait été un petit peu osé. Mais la raison était la suivante, c'est qu'au fond, quand on regarde en termes bruts de biomasse, le monde microbien, par rapport à l'ensemble du vivant de la planète, si on met ensemble les bactéries, stricto sensu, mais aussi les archées, un autre arbre de la vie, les eucaryotes monocellulaires, les amibes, les protistes, les virus, c'est rien du tout, les virus, il y en a beaucoup, mais c'est tout petit, et ça a vraiment un volume très, très faible. On s'aperçoit qu'en termes de biomasse, le monde microbien, il est à 16% de l'ensemble de la biomasse de la planète, et vous avez des chiffres tels qu'ils sont affichés ici. Donc c'est quelque chose de minoritaire, bien entendu. Sauf que, si vous le regardez sous l'angle de la diversité des espèces, c'est 95% de la diversité des espèces sur la planète. Donc il y a quelque chose, il y a un paradoxe ici qui est important à prendre en considération en termes d'évolution. Les microbes, ils sont sur la planète depuis 3 milliards d'années. Nous, on y est depuis 300 000 ans. Donc les microbes ont eu beaucoup plus de temps, si je puis dire, à évoluer. Certes, ils vont être sensibles à ces changements climatiques tels que nous les connaissons aujourd'hui. C'est aussi parce que ce n'est pas un microbe, c'est des sociétés de microbes. Il n'y a pas de microbes qui vivent en isolement. Ce sont des écosystèmes globaux, complexes, adaptés bien entendu à différentes situations écologigiques. Mais tout ça, finalement, dans le narratif écologique quotidien, on n'entend pas parler. C'est pour ça que, au fond, j'aurais bien aimé appeler tout ça le monde du silence. Ces microbes, ils en ont vu d'autres dans ces 3 milliards d'années. Ils ont vu des périodes de glaciation, ils ont vu des périodes de chaleur bien supérieures à celles qu'on éprouve à l'heure actuelle. Ils sont toujours là. Donc, de façon
disons, égoïste, vu du côté du microbe. On m'a souvent dit dans ma carrière que je pensais comme un microbe. Je ne sais pas si c'était un compliment, je ne pense pas. Mais vu de leur côté, ils sont équipés. En fait, les microbes, du fait de leur diversité extraordinaire, du fait d'une propriété particulière que nous, organismes eucaryotes complexes, n'avons pas, qui est la possibilité de transfert horizontal, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se passer de l'un à l'autre, pas toujours quelle que soit leur espèce, mais tout de même capables de se transmettre du matériel génétique, ça leur donne un élément supplémentaire d'adaptation, d'adaptabilité, de fitness, comme on dit généralement, qui probablement a expliqué leur capacité de passer à travers l'ensemble de ces désastres qui ont pu frapper à un moment ou à un autre la planète et à quelles d'autres espèces, je dirais les dinosaures par exemple, n'ont pas réussi à résister. Et si Darwin avait connu un peu plus les microbes, peut-être il aurait mis quelques altérations, quelques bémols, quelques dièses à sa théorie de l'évolution, mais probablement pas tant que ça, sauf quand même à cette capacité d'accélération de l'évolution qu'ont les microbes du fait de ce transfert horizontal. Donc ça, c'est un élément quand même à prendre en considération. Ce monde microbien, il est finalement relativement méconnu, et c'est dommage parce que, d'abord, il vaut d'être connu, et intéressant dans sa complexité, mais surtout, et c'est ça l'élément qui est relativement ignoré, en tout cas, comme je disais, dans ce narratif écologique actuel, qui est ignoré dans les schémas où on nous montre l'évolution de la planète sous les stress des changements climatiques. On voit rarement apparaître le peuple microbien. Et pourtant, il est essentiel. Les microbes, les écosystèmes microbiens sont essentiels à un certain nombre de cycles, essentiels pour la planète, comme le cycle du carbone, du CO2, le cycle du méthane, le cycle de l'azote. Ce sont des éléments qui sont vitaux pour notre planète, et soit directement, soit indirectement, par le biais des symbioses végétales, les microbes, que ce soit donc directement par les cyanobactéries ou indirectement par toute la rhizosphère qui entretient une croissance harmonieuse du monde végétal, par exemple, tout ça va de pair. Et si on commence à interroger effectivement l'évolution de la planète sous l'angle de cette symbiose entre le monde microbien et le reste du vivant, qu'il soit végétal ou animal, on s'aperçoit bien que ces changements issus des changements climatiques vont pouvoir affecter l'ensemble du dispositif. Et c'est ça, au fond, qu'on appelle actuellement le concept de une santé, One Health. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, les microbes eux-mêmes en tant que ce qu'ils sont, le monde végétal, dans un monde global, en interaction, on partage le même écosystème, et lorsqu'un écosystème souffre, les autres écosystèmes souffrent, et ainsi de suite. Et on le sait par exemple, et on y reviendra très peu sur l'aspect humain, ou je dirais anthropocentrique de la situation. Vous savez tous qu'on est habité par un microbiote, avec des milliers d'espèces différentes, en particulier dans notre intestin, et que ce microbiote, c'est quelque part un senseur, un intégrateur et un effecteur d'un certain nombre d'éléments environnementaux qui vont amener à des déséquilibres, et que ces déséquilibres peuvent se manifester sous forme de maladies, soit directement, soit en interaction avec d'autres facteurs à la fois environnementaux, génétiques ou de comportement. Et au fond, une des difficultés qu'on a quand on commence à raisonner autour de ça, c'est on ne peut pas raisonner simplement en matière d'interface entre le monde microbien et l'homme, résumons-le à ça pour l'instant, simplement en se disant on a donc cette population microbienne, on a cette hôte, et puis on a, par exemple, le changement climatique. En fait, la modification de cette interface qui est en train de se produire et de s'accélérer à l'occasion de changements auxquels on assiste, c'était la raison pour laquelle j'avais parlé d'anthropocène, une espèce d'intersection entre l'impact des aspects strictement climatiques, en particulier du réchauffement, et puis l'impact des changements comportementaux très rapides qui sont apparus au XXe siècle avec la modernité,
le mode de vie, les différences de mode d'alimentation, les médicaments. Il y a tout un tas d'éléments qui sont venus interférer. Et c'est pour ça que le travail est difficile de rapporter un certain nombre de modifications uniquement au changement climatique, parce que de façon orthogonale, on a cet aspect plus global de l'Anthropocène qui fait que mettre en place des études qui soient véritablement significatives et complexes. Et j'y reviendrai assez rapidement, mais il est bien évident que dans tout ça, il y a besoin de science, il y a besoin de recherche. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'il faut vraiment concevoir les modèles, les conditions expérimentales et éventuellement décliner ça sur le temps long, parce que, bien entendu, certaines de ces modifications, les modifications d'équilibre, sont difficiles à observer sur des temps courts. Les processus de résilience sont beaucoup plus longs à se mettre en place. Donc ça fait partie de ces questions compliquées. Alors, au fond, au milieu de tout ça et de ces généralités, vous me direz, bien entendu, il y a la ville. Alors la ville, elle a des spécificités, bien entendu, par rapport à notre relation avec le monde microbien, mais elle a surtout cet élément essentiel dont on a parlé sous d'autres formes hier, que la ville, finalement, regroupe, agrège un certain nombre de situations qui lui sont relativement particulières et qui font que le risque microbien est bien entendu supérieur, mais l'interface aussi avec le monde microbien y est beaucoup plus, je dirais, dense et resserrée qu'elle ne peut l'être dans d'autres situations éventuellement. Alors, qu'est-ce qui est finalement important à prendre en considération pour revenir à des choses un petit peu plus simples en termes d'environnement urbain? Donc, il y a un grand problème qui est celui de la sécurité alimentaire et de celui de la sécurité des eaux. Et on voit bien là où les changements à la fois climatiques et comportementaux peuvent impacter sur la qualité de ces éléments qui sont essentiels, qui ont été essentiels à la construction du paradigme de santé publique qui s'est installé au XXe siècle et qui a considérablement amélioré à la fois notre mode de vie et notre espérance de vie. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le risque de la pollution de l'air. Ça, c'est un effet direct, mais il y a des effets indirects sur les infections. On sait par exemple que les microparticules, Rémi Slama reviendra largement là-dessus, sont la cause essentielle des pneumonies graves de l'enfant, en particulier dans les pays qui se chauffent au bois dans le continent africain. Donc on a là aussi, encore une fois, une interpénétration qu'il est parfois difficile d'isoler du reste des paramètres. Et puis, il y a donc bien entendu le risque de contagion, le risque épidémique. Alors, on entendra bien entendu, parce que là, souvent, je dirais, l'impact climatique est assez clair. La problématique des maladies transmises par des vecteurs, les moustiques en particulier, et le risque urbain, comme vous le montrera Didier Fontenay, qui est un de nos grands entomologistes, est en train de réapparaître, par exemple, sous nos latitudes, du fait, pas uniquement, mais quand même, d'un certain nombre de changements climatiques qui permettent aux populations vectorielles, aux moustiques en particulier, de envahir ou réenvahir en fait des régions desquelles ils avaient disparu. Et quand on regarde finalement les projections que nous donne l'Organisation mondiale de la santé, on s'aperçoit effectivement qu'un certain nombre de maladies vont augmenter, probablement infectieuses, dans les décennies à venir. Alors le dernier élément, le dernier paramètre issu de cette concentration urbaine dans le risque épidémique, il est au fond à deux niveaux. Et on discutait avec Arnaud, bien entendu. Il y a le niveau concentration urbaine et donc concentration des populations, les transports, les regroupements, les activités, les réunions sportives, les réunions artistiques, tout ça, ça met les gens ensemble très proches et bien entendu facilite la transmission microbienne. Et puis il y a un autre rôle qu'il ne faut pas oublier, pour les grandes villes en tout cas, c'est que souvent ces grandes villes, surtout occidentales, sont des hubs pour l'aviation, et qu'en une nuit, on peut voir, on en entendra par Frédéric Keck, une maladie comme le SRAS
partir de Hong Kong et disséminer dans 30 pays sur la planète. Donc on a quelque chose là, encore une fois, qui agrège les risques. Sur le plan de ces risques quand même du changement climatique à proprement parler, on voit clairement l'impact que ça va avoir sur les maladies entériques, par exemple, sur les maladies diarrhéiques, et pas uniquement dans les pays du Sud. Les projections, par exemple, sur les salmonelloses, qui sont des salmonelloses non typhoïdiques. La salmonelle, c'est un microbe intéressant parce que, quelque part, il est un peu un résumé du cycle que peut avoir un microbe avant d'arriver chez l'homme. Et il est tout à fait témoin, en particulier, de la santé animale. Donc on voit bien que le risque de salmonelle, avec l'accroissement thermique qui va permettre aux bactéries de croître plus facilement, avec les pluies qui vont permettre aux micro-organismes de se disséminer plus facilement, et avec finalement cette notion de fragilisation des espèces. Les animaux sont plus fragiles, donc plus facilement malades. Cette micro-organisme, cette salmonelle, va augmenter. Et tout le monde le prédit dans les décennies à venir. Et on dit généralement que d'ici 2030, on aura 10% de plus de ce type d'infection. Une autre maladie qui pourrait penser être une maladie du passé, qui va ressurgir très probablement, qui est déjà en train de ressurgir, c'est le choléra. Le choléra est intéressant parce que d'aucuns pensent que c'est un réservoir humain. En fait, le choléra, c'est une bactérie environnementale. Donc on ne peut pas rêver mieux qu'une bactérie environnementale pour aller suivre des changements climatiques et pouvoir se redéployer de façon encore plus efficace. Le choléra, c'est un micro-organisme vibrio choléré, mais les vibrio en général, les vibrio marins, se développent dans les zones d'estuaires des grands fleuves, à l'interface très proche entre l'arrivée des eaux douces et l'eau océanique. Ça, c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est des concentrations salines. Il ne faut pas qu'il y ait trop de sel. Donc, le mélange de cette eau douce et de cette eau salée amène aux conditions idéales. Et puis, il faut de la nourriture. Et la nourriture, c'est le plancton, c'est le zooplancton. Donc, en fait, le vibrio cholérique vit en symbiose étroite avec des éléments du zooplancton, et l'ensemble du système oscille en fonction de l'accroissement ou du décroissement de cette population de zooplancton. Donc dans les zones de mousson, par exemple, soumises à la mousson, avec l'augmentation thermique et l'arrivée de ces eaux douces massives et des alluvions et des aliments, le zooplancton explose et le vibrio cholérique explose avec son vecteur, le zooplancton. Beaucoup de cités sont proches de ces zones estuarines quand elles ne sont pas sur ces zones estuarines. Et bien entendu, là peuvent survenir les infections humaines et là peut démarrer une épidémie de choléra. Et on voit bien dans les observations satellitaires maintenant, où les satellites peuvent faire un rapport sur la température de surface des eaux océaniques ou des eaux estuarines, en l'occurrence, sur le pH de l'eau, sur la densité de chlorophylle. On arrive à faire ce qu'on appelle une carte des zones de sensibilité à ce développement du choléra. Et on voit que la plupart des grandes zones estuarines de la planète, au-delà de l'estuaire du Gange et du col du Bengale, qui était la zone native historique du choléra, sont en train de s'inscrire, si je puis dire, sur le tableau des volontaires pour faciliter la croissance du vibrion colérique. Et ça, c'est quelque chose qui, avec l'augmentation à la fois de la température à venir et de la pluviosité, va nous amener à reprendre en compte un risque colérique. Et vous connaissez pour certains mon biais, à discuter et à prendre en compte une bonne fois pour toutes, en particulier dans ces zones à risque, la nécessité d'une vaccination contre le choléra. Donc tout ça peut avoir des impacts, bien entendu, massifs de santé publique. Alors, une fois qu'on a vu dessiner ce tableau un petit peu général, qui n'est pas toujours, bien entendu, très, très optimiste, il faut commencer à se poser des questions justement sur ce que je disais au début, c'est-à-dire la méthodologie. On vous dit, demain, on vous donne un stylo, une feuille blanche, et faites-moi une composition sur l'évolution des microbes dans les villes. Vous commencez à vous poser des questions sur les outils, le matériel et les méthodes. Qu'est-ce qu'on va faire ?
au-delà, bien entendu, de ce qu'on peut faire avec des boîtes de pétri et la microbiologie classique où on fait pousser des micro-organismes. C'est impossible d'avoir une approche, une appréhension globale de ce monde microbien, en particulier dans une zone urbaine, du fait de la fragmentation des écosystèmes, du fait de la complexité des écosystèmes, du fait de l'espace-temps qu'il faut prendre en considération. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont essentiels. Et on a vu depuis beaucoup d'années maintenant qu'on pouvait faire appel à des méthodes de microbiologie moléculaire, c'est-à-dire aller définir les espèces non simplement par la culture, mais au moins par la présence du génome de ces micro-organismes, et c'est la base de ces méthodes moléculaires, ce qu'on appelle la métataxonomique. On va chercher dans un environnement des zones de code pour les ribosomes bactériens qui ont des parties constantes et des parties variables en fonction des espèces. Ça s'appelle la méthode 16S, et avec ça, on va pouvoir développer, après séquençage de ces petites zones qu'on a amplifiées sur l'ensemble de cet écosystème microbien, la richesse, la diversité en espèces microbiennes d'une zone donnée. Donc ça, c'est une première méthode, c'est disponible par les microbiologistes de l'environnement depuis 1977, et puis depuis les années 2000, avec la progression du séquençage, en particulier de ce qu'on appelle le séquençage de nouvelle génération, on peut prendre un écosystème avec un mélange d'ailleurs de microbes et de cellules eucaryotes, le séquencer en masse avec une profondeur absolument extraordinaire telle qu'on peut le faire maintenant, et avoir le catalogue complet de tous les gènes, de tout cet écosystème. Et la bioinformatique, bien entendu, permet, dans une certaine mesure, à partir de ça, de revenir aux espèces qu'on appelle les taxa, qui sont présents dans cet écosystème. Donc ça, c'est devenu possible. Et ce que fait Tara Océan, par exemple, où on a un certain nombre de collègues français impliqués, c'est d'aller faire maintenant ce qu'on appelle le microbiome océanique. C'est-à-dire qu'on est parti pour, dans les années à venir, avoir l'ensemble du catalogue des micro-organismes présents dans les océans à tous les niveaux de profondeur. Pour l'instant, ça reste plutôt pélagique, c'est-à-dire assez haut dans l'océan, mais on peut... Et ça, l'idée, c'est de le faire aussi sur les villes. Et donc, il y a un certain nombre de techniques qui sont développées, comme mon ami Stéphane Schuster, par exemple, à Singapour, qui a mis au point le séquençage profond pour évaluer l'air à la fois en intérieur des buildings et à l'extérieur, et pouvoir faire une espèce de mise à jour permanente dans un écosystème donné de la densité et de la diversité de micro-organismes, en particulier pour les intérieurs des micro-organismes comme les champignons aspergillus, qui sont un vrai poison dans la mesure où ils se développent très très bien, en particulier dans les doubles plafonds des immeubles. Il y a toute une interface entre la microbiologie et, disons, l'architecture urbaine qui va se développer. Alors le problème, c'est que souvent, on est sur des échantillons qu'on appelle à très faible biomasse, et on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de risques de biais, d'artifices, d'artefacts, dans la mesure où, dans les systèmes qu'on utilise, dans ces kits de biologie moléculaire pour préparer l'échantillon, il peut y avoir des traces de contamination, et on amplifie des contaminants, et on se trouve dans une situation très complexe à gérer. Donc il faut avoir un esprit critique et des méthodes de bioinformatique extrêmement pointues pour s'assurer que ce qu'on regarde est bien, ou ce qu'on obtient est bien ce qu'on voulait avoir dans un échantillon. Alors il y a quelques exemples maintenant où on a développé ces approches globales pour évaluer un microbiote urbain. Il y a un travail très récent qui est paru dans Cell, qui a porté sur 60 villes différentes et qui a montré qu'effectivement, en fonction de l'attitude, en fonction de la proximité marine, en fonction d'un certain nombre de paramètres, il y avait un certain cœur microbien qui signait un peu l'identité de ces cités, les échantillons étant pris à des endroits variables où se retrouvaient les populations, par exemple des choses aussi triviales que les bars dans le métro qu'on peut prélever et voir ce qui s'y trouve.
On a vu circuler dans ces travaux des gènes de résistance aux antibiotiques. On a vu des nouvelles bactéries, on a vu des nouvelles espèces virales. Donc il y a toute une faune, si je puis dire, microbienne que l'on ne voit pas, encore une fois, ce monde du silence, et qui pourtant traduit la vie de la cité et quelque part l'identité de la cité. Travaux en Chine, beaucoup, parce que les canicules en Chine sont vraiment extrêmement violentes. Pas qu'en Chine, mais il y a souvent le matériel est là. La Chine s'est beaucoup équipée en séquençage pour faire du métaséquençage. Et travaux récents montrent qu'après une canicule, l'air change dans sa composition microbienne de façon assez spectaculaire, au profit de ce qu'on appelle les firmicutes, c'est-à-dire des bactéries à gram positif, souvent des bactéries sporulentes. Vous savez que la sporulation, c'est un moyen de défense. Et donc, on sélectionne, au fond, par ces événements climatiques brutaux, des bactéries qui ont tendance à pouvoir se protéger, sporuler. Et de ce fait, on se retrouve dans une situation de switch, de balance vers d'autres populations microbiennes. Quelle va en être la signification sur le plan de la santé? On en est encore loin. On peut faire aussi une veille à l'émergence. Au Kenya, à Nairobi, il y a un projet en cours sur plusieurs années qui consiste à prélever dans l'intestin humain, à prélever chez les animaux domestiques et à prélever chez les oiseaux sauvages des échantillons régulièrement, de les métaséquencer et de voir l'évolution de ces populations microbiennes et l'intrication de ces populations microbiennes. Et on voit que ces échanges microbiens entre hommes, animaux domestiques, animaux sauvages, en tout cas les oiseaux, structurent relativement la nature et la stabilité de ces populations microbiennes. Donc on peut imaginer qu'à terme, ces méthodes deviennent aussi des méthodes de veille assez sensibles à, sinon l'existence d'une émergence à venir, au moins le risque d'une émergence à venir. Puis vous avez tous entendu parler pendant la période du Covid-19 à quel point cette procédure qu'on appelle par exemple aubépine en France, qui consiste à prendre dans les effluents des eaux usées, juste en amont des stations de traitement, des échantillons, et de les analyser avec ces méthodes moléculaires, en particulier par la PCR, qui permettent d'amplifier considérablement certains gènes. Si on cherche un virus particulier, la précision avec laquelle on peut détecter, au fond, dans une communauté de plusieurs centaines de milliers d'habitants, à partir de ces eaux usées, l'existence d'un, voire de quelques cas d'infection, puisque ces micro-organismes ont été véhiculés dans les eaux usées et qu'avec la sensibilité de ces méthodes, on peut en surveiller l'existence. On le fait actuellement aussi pour la résurgence de la poliomyélite vaccinale, par exemple. C'est un outil d'analyse globale qui permet de devenir un outil essentiel en matière de santé publique, en particulier en zone urbaine. Alors, je voudrais très rapidement, et sans empiéter sur Emma Aziza qui va me suivre, parler de l'eau sous un angle strictement microbiologique. Et je vais essayer d'aller relativement rapidement. Finalement, le problématique, on l'a dit, de l'eau potable, c'est la vie, en particulier pour la cité, et c'est la santé pour la cité. Donc l'eau potable est bien entendu un point essentiel. Donc on a développé dans nos cités, malheureusement pas au même niveau sans doute, dans un certain nombre de cités du Sud, pour la qualité de l'eau, des méthodes extrêmement sophistiquées de décantation, de filtration, d'osmose inversée, éventuellement, si elles ne sont pas suffisantes, de chlorination, de désinfection, pour emmener au robinet une eau qui soit à la fois, n'ait pas de goût, incolore, inodore, sans saveur, hein, c'est les trois qualités, mais la qualité supplémentaire, c'est celle qu'elle soit sur le plan microbiologique tout à fait en sécurité. Et parfois, à cette étape, on est à 0 micro-organisme quasiment vivant dans ces eaux. Sauf qu'après, il faut la distribuer, cette eau, dans des réseaux extrêmement compliqués. Et ces réseaux extrêmement compliqués peuvent donner lieu à, au fond, une recontamination par les écosystèmes microbiens qui se développent dans les tuyaux et, au fond, altérer la qualité de l'eau qui va être finalement distribuée au robinet. Et ça porte un nom, ça s'appelle les biofilms. C'est-à-dire que ces micro-organismes qui font partie, au fond, de cet écosystème
qui se développent dans l'eau, ces micro-organismes. Et au fond, c'est le cas de presque tous les écosystèmes microbiens. 60% des microbes dans la nature, des bactéries en l'occurrence, sont organisés sous forme de biofilms, c'est-à-dire sous forme de communautés microbiennes, et non pas de bactéries qu'on appelle planctoniques, c'est-à-dire qui se promènent toutes seules comme ça sans très bien savoir où elles vont. Donc tout ça est organisé. Et au fond, ce monde microbien, il a inventé, par ce processus du biofilm, la notion de communauté qu'on retrouve rapidement dans les communautés de cellules eucaryotes qui ont donné lieu aux eucaryotes complexes et aux individus et autres eucaryotes complexes que vous connaissez. Alors, les biofilms, c'est un microbe initial qui va s'associer à une surface, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de limitation, finalement. La capacité des bactéries, même sur des choses extrêmement lisses, va se faire. Et puis, peu à peu, d'autres bactéries vont venir s'agréger autour de cette bactérie pionnière et vont commencer à prendre une vie communautaire, c'est-à-dire qu'elles vont s'articuler entre elles avec des régulations génétiques, elles vont sentir le nombre, c'est ce qu'on appelle le quorum sensing, et ce quorum sensing représente une boucle de régulation, ce qu'on appelle un régulon, qui va amener ces bactéries à changer la nature de leur métabolisme, à se mettre en dormance dans une certaine mesure, ce qui les protège, mais aussi à libérer une quantité massive de sucres complexes, de protéines, d'acides ribonucléiques qui vont former cette gangue qu'on appelle le biofilm et qui, quelque part, le protège de tout ce qui pourrait les agresser. Et ce que vous voyez sur le côté, c'est un tuyau coupé. Et ce biofilm, au fond, a créé non seulement physiquement cette espèce de structure, mais a aussi dégradé, corrodé le métal à tel point que on va finir par boucher ces tuyauteries, ce qui est une première chose. Et deuxièmement, bien entendu, ces biofilms maintiennent une espèce d'insécurité microbienne dans l'eau qui va être distribuée. Alors c'est un vrai problème, ces biofilms, c'est un vrai poison, et c'est une difficulté parce qu'il faut essayer de s'en débarrasser. Et ça, c'est très très difficile. Et ce qui finalement a été fait ces derniers temps, c'est d'essayer de prendre une approche expérimentale, c'est-à-dire de reconstituer au laboratoire un réseau complexe de distribution d'eau, alors ça prend de la place, et puis d'ensemencer ce système avec des échantillons d'eau prélevés dans les systèmes, alors eux, à l'extérieur, hein, le système urbain, et de voir comment ces populations microbiennes évoluaient en fonction d'un incrément de température, par exemple. Et dans ce travail, on est passé de 16 degrés à 24 degrés par palier, et regardez, avec ces méthodes moléculaires dont je vous ai parlé, comment les populations microbiennes évoluaient. Alors, il y a des populations bactériennes très particulières dans ces systèmes hydriques, en particulier des flavobactéries, mais il y a au fond beaucoup de choses. Il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a... Encore une fois, le biofilm, ce n'est pas un seul micro-organisme, c'est une communauté extrêmement complexe qui se protège mutuellement. Et donc, on voit très très bien qu'avec l'incrément température et le temps, les populations se modifient considérablement et qu'on voit effectivement augmenter certaines populations microbiennes comme les flavobactéries qui ne sont pas pathogènes naturellement, mais qui peuvent le devenir par exemple chez des gens immunodéprimés. Donc on a un vrai problème de sécurité hydrique à ce niveau-là. Très difficile de se débarrasser des biofilms, parce que vous avez vu la structuration que ça représente. Alors il y a deux méthodes en fait. Il y a ce qu'on appelle le flushing, c'est-à-dire de passer de l'eau à haute pression. Dans certains circuits relativement limités, on peut le faire avec de l'eau très chaude, mais vous voyez bien qu'à l'échelle d'une ville, ce n'est pas possible parce qu'on va avoir des accidents dramatiques. Donc, c'est simplement cette augmentation de pression et éventuellement la chlorination. Et ce que montrent ces expériences, c'est qu'avec cet incrément de température et cette structuration avancée des biofilms, le flushing et la chlorination sont très insuffisants. Et la recherche, là, doit nous apporter des moyens de traiter tout ça. Ce n'est pas en tapant dessus qu'on va y arriver. Il faut absolument intelligemment réussir à trouver des méthodes de dissolution de ces biofilms. Et il commence à y avoir des avancées sur des molécules qui s'intègrent sur le biofilm, qui font éclater cette matrice, qui permettent aux bactéries d'être libérées
partir dans le flot et en même temps, bien entendu, de redevenir sensibles parce qu'elles reprennent une activité métabolique normale à l'activité des antiseptiques. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui sont à prendre en considération et qui vont à l'évidence s'aggraver avec le réchauffement climatique et avec le réchauffement global de l'eau, y compris de l'eau distribuée. Alors le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est les constructions et le béton. Vous savez qu'on a entendu beaucoup hier dire des choses pas toujours très gentilles d'ailleurs sur le béton, et j'en conviens pour ma part beaucoup aussi. Le béton, c'est probablement un matériau formidable pour la construction, mais il a ses fragilités, surtout s'il n'est pas entretenu. Ces fragilités, elles sont physiques, le chaud, le froid, l'humidité, la sécheresse. Il y a toute une combinaison qui font qu'il souffre, qui peut éventuellement se fragmenter, s'émietter, s'effriter. Et puis, il y a une perturbation chimique. La protection du béton, c'est le fait que le béton a un pH très élevé. Le pH est de 10 ou de 11, du fait de sa composition. Et si ce pH diminue, ça induit une fragilité, et cette fragilité, elle va être induite par la présence d'acides organiques, surtout s'il est mal entretenu. Et ces acides organiques vont faire diminuer progressivement le pH et assurer, par exemple, l'apparition de sulfate de calcium, le gypse, qui va travailler négativement à l'intérieur de la trame du béton, et puis éventuellement ce qu'on appelle la carbonation, c'est-à-dire le fait que le CO2, qui est très riche, très dense, malheureusement dans nos cités, va être transformé en acide carbonique et va donner lieu, là aussi, à une baisse du pH global. Donc on a un vrai problème de fragilité de base qu'il faut prendre en compte, mais qui s'aggrave avec les infections, si l'on peut dire, ou en tout cas la présence de bactéries qui vont s'insinuer dans le béton grâce à ces fragilités initiales et en altérer la surface et l'intérieur. Et ça nous rentre là dans un système qui est extrêmement intéressant sur le plan microbiologique. Ça touche en particulier les constructions, mais aussi les canalisations, en particulier ces grosses canalisations de béton qui assurent l'arrivée des effluents d'eau vers les stations d'épuration. Et là, il y a une population microbienne, un écosystème microbien assez extraordinaire, complexe, anaérobie, avec en particulier des bactéries qu'on appelle des thiobacillus, qui ont une capacité de s'insérer dans le cycle du soufre et d'oxyder le soufre ou de réduire les sels de soufre. Et tout ça va donner lieu à la production soit d'acide organique, en particulier l'acide sulfurique, qui est particulièrement toxique, comme on l'a dit, pour le béton. Et puis, bien entendu, comme ce sont des bactéries, les plus souvent anaérobies, fermentatrices, des acides organiques comme le lactate, l'acétate, le butyrate, qui vont jouer aussi leur rôle de petites mains, si je puis dire, dans l'acidification du béton et dans sa corrosion progressive. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur des points de vulnérabilité, en fait, par l'intermédiaire du monde microbien qui affectent de façon peut-être un petit peu plus spécifique, certainement même plus spécifique, le monde urbain. Arnaud, tu vas me dire s'il me reste 5 minutes, sinon je peux arrêter ici. Malheureusement, on est très très juste. Alors donc, j'arrête ici. Je voulais vous parler de la résistance aux antibiotiques, mais c'est pour une autre fois. Merci. C'est un sujet... Reste ici, Philippe.